Bonjour à tous et bienvenue dans L'Extalk. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité juridique du sport en France et à l'international. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-François Villotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet De Gaulle Fleurance et Associés. Et j'accueille également Radamès Kili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet De Gaulle Fleurance et Associés. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors en 2015, la France va accueillir les mondiaux de cyclisme et les championnats d'Europe de basketball féminin. Puis après, ce sera l'Euro en 2016, le championnat du monde de handball en 2017 et la Ryder Cup en 2018. Bref, il y a un sacré programme devant nous. On parle énormément de ces grands événements sportifs qui sont très couverts par la presse, mais on parle très rarement de l'accompagnement juridique qui va avec. Quel est-il ? Écoutez, il ne faut pas non plus oublier les Jeux mondiaux qui se sont déroulés en 2014 et qui ont été un succès remarquable. Oui, ces grands événements sportifs se déroulant en France requièrent un accompagnement juridique général. Ces événements, ainsi que le sport d'une façon générale, font partie intégrante du monde des affaires. Et donc il est nécessaire de les appréhender sous tous leurs aspects juridiques. Ainsi, l'accompagnement couvrira tous les types de droits, du droit du sport issu du Code du sport aux droits tels que le droit des contrats, le droit des marques, le droit des nouvelles technologies, le droit fiscal, le droit social, le droit public, et j'en passe et des meilleurs. Un petit commentaire simplement par rapport au contrat qui doit être signé entre l'organisateur juridique de l'événement se déroulant en France, qui est la Fédération internationale, et l'organisateur local, qui est souvent constitué sous forme de groupement d'intérêt public et donc qui organise matériellement la compétition se déroulant en France. Ce contrat est essentiel car il définit le partage des droits entre la Fédération internationale et l'organisateur local, les coûts organisationnels et les obligations financières des uns et des autres. Il est donc important lorsque l'accompagnement juridique s'opère, qu'il s'opère à tout le moins à partir de ce moment-là pour que les professionnels du droit et les spécialistes du droit du sport puissent négocier et rédiger avec les organisateurs ce contrat qui est essentiel. Donc pour répondre à votre question, il y a dans le cadre de cet accompagnement juridique la nécessité de pouvoir aborder tous les types de droits avec un focus particulier sur le droit des contrats. Alors, depuis la dernière réunion de la commission exécutive qui s'est tenue donc en décembre dernier à Monaco, les règles du jeu du Comité international olympique ont quelque peu changé. Quel impact sur l'éventuelle candidature de la France pour 2024 pourraient avoir ces différences Vous avez raison de souligner que les règles du jeu ont considérablement évolué à l'occasion de la réunion du CIO à Monaco en décembre dernier. Et notamment, le CIO indiquait qu'il n'était pas nécessaire de concentrer excessivement les équipements. On pouvait donc les répartir plus harmonieusement sur l'ensemble du territoire. Et le CIO a insisté sur la maîtrise des coûts écologiques et du budget. Et donc, ça donne une opportunité formidable pour que la France présente une candidature innovante, une candidature éthique. On saura le 12 février prochain, à l'occasion d'une réunion à l'Hôtel de Ville de Paris, de présentation des conclusions des groupes de travail du Comité national olympique et sportif français si la France est candidate. On a tout lieu de le penser, en tout cas de l'espérer, et l'accompagnement juridique de cette candidature sera extrêmement importante, puisque le CIO attend un certain nombre de garanties, de bonne fin de l'organisation des Jeux olympiques, et ces garanties, elles sont beaucoup de nature juridique. Qui sont nos concurrents ? Alors, les concurrents principaux seront des concurrents européens. On pense à l'Allemagne, par exemple, mais aussi à l'Italie, peut-être l'Espagne, et puis le continent américain. Et donc, il y aura des candidatures évidemment très sérieuses, mais il n'y a pas de candidature aux Jeux olympiques d'été qui ne se heurte pas ou qui ne se confronte pas à d'autres candidatures sérieuses. Bon, donc, réponse le 12 février. Réponse et début d'un long processus et réponse définitive à l'été 2017 et on saura si la France a l'opportunité d'organiser enfin les Jeux d'été. Alors 2015, année charnière pour le sport, ce sera également une année de réflexion quant à la réglementation du sport. Quelles sont les questions qui restent en suspens ? Oui, 2015, c'est une année importante pour la régulation juridique du sport. 2015, c'est le 10e anniversaire de la Convention de l'UNESCO de lutte contre le dopage. Et naturellement, il va y avoir une évaluation des politiques qui ont été conduites par les États et donc une adaptation éventuellement de ces politiques. C'est aussi l'année de la ratification
de la Convention du Conseil de l'Europe contre la manipulation des compétitions sportives. Et ce processus de ratification amènera sans doute la France à la marge à faire évoluer sa législation, aussi bien sur le droit sportif qu'en droit pénal. Et puis, c'est également la régulation financière du sport. Et au-delà du fair play financier, comment les autorités publiques vont épauler cette préoccupation du mouvement sportif. Donc on voit bien qu'en 2015, la puissance sportive, le sport, la puissance publique, les autorités publiques vont devoir collaborer ensemble pour sauver la valeur première du sport, qui est la sincérité des compétitions sportives, faute de quoi, eh bien, les retombées économiques, les retombées d'image, l'exemplarité du sport viendraient à disparaître. 2015 sera également une année de réflexion sur la régulation de l'encadrement des agents sportifs. En juin 2014, la Fédération internationale de football, la FIFA, a décidé d'une réforme de l'encadrement des agents sportifs en supprimant l'exigence de licence conditionnée à une formation et en la remplaçant par une simple déclaration. C'est très préoccupant. Cette évolution va contre le principe en droit français qui est que la fédération contrôle les agents et cette profession, que les mandats sont totalement transparents et qu'il existe une formation des agents qui doivent passer un examen. Donc une réflexion sera menée, il doit être menée en 2015 par rapport à ça pour trouver des voies et moyens pour protéger la régulation française dans ce domaine. Alors un petit mot peut-être rapidement sur les datas, l'arrivée des datas et des banques donc, de données sportives dans le sport. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors c'est un sujet très important pour le droit, mais aussi pour l'économie du sport. C'est un sujet très voisin de l'Internet. Sur Internet, l'exploitation des données crée de la valeur. Et bien en matière de sport, l'exploitation des données consolidées crée de la valeur. Depuis de très nombreuses années, on capte plein d'informations autour des stades. Par exemple, le moindre mouvement d'un joueur de football est analysé. Et tout cela, progressivement, constitue des banques de données. À Roland-Garros, par exemple, il y a des partenariats informatiques qui permettent de constituer ces banques de données. Alors la question, c'est la protection des données individuelles et personnelles, la titularité des droits, les modalités de commercialisation et l'usage, la lutte contre le dopage, la lutte contre la manipulation, mais aussi positivement faciliter les cotes sportives, vendre aux opérateurs, vendre aux diffuseurs pour enrichir les commentaires. Et donc autour de ces banques de données, de ces data sportives, se posent d'importantes questions économiques et juridiques. Eh bien, nous voilà bien informés sur l'actualité juridique du sport en France et à l'international. Merci à tous les deux d'avoir participé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Lex Talk. Au mois prochain.